Comment se porte l'agriculture en Côte d'Ivoire? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Afrique sur 7. Nous recevons M. Soro Penatirgué. Bienvenue. Merci. Vous êtes le président de l'Association nationale des agriculteurs et coopératives de Côte d'Ivoire. C'est ça. Alors, M. Soro, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. À ce jour, peut-on dire que c'est une réalité? Oui, ben, comme on le dit, tous les Ivoiriens, depuis des générations et des générations du temps de Faux-Boigny, on a dit que le succès de l'agriculture de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Cela est d'autant vrai qu'aujourd'hui, chacun des Ivoiriens, vous pouvez le constater dans les records battus par le secteur agricole en Côte d'Ivoire, dans tout le monde entier. Vous ignorez pas qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de cacao. On est premier producteur mondial au niveau de l'anacarde. On est premier producteur régional au niveau du coton et j'en passe. Ce sont ces éléments, bien entendu, qui permettent aujourd'hui de dire que la Côte d'Ivoire a basé et continue de baser son économie sur l'agriculture. Eh bien, la Côte d'Ivoire continue de baser son économie sur l'agriculture. Mais aujourd'hui, quelle est la position de ce secteur-là dans l'économie ivoirienne? On a le Covid qui est là depuis quelques mois déjà, la filière est en mal. Vous, en tant que président de l'ANACASI, je vais dire, pour vous, qu'est-ce que ça représente en fait? Oui, ben, c'est vraiment l'inquiétude que nous avons et comme vous le savez, tous les secteurs d'activité sont touchés, mais pire encore, le secteur agricole vit terriblement cette pandémie du secteur de la Covid-19. Et comment? Vous savez, non seulement nous les agriculteurs, on doit faire face à la lutte contre la pandémie, mais également nous devrons garantir à toute la population de la Côte d'Ivoire tout ce qui est autosuffisance alimentaire et faire en sorte que l'outil de production reste intact et de sorte à ce que les Ivoiriens puissent toujours manger à leur faim, ce qui n'est pas facile et ce qui n'est pas évident dans la mesure où aujourd'hui les mesures barrières avec tout ce qui est contrainte liée à cette maladie rend l'outil de production un peu pénible et nous vivons des moments difficiles dans le secteur. Qu'en est-il au niveau de l'achat des produits locaux? Oui, il y a eu d'abord, quand vous prenez le segment des produits vivriers, c'est tout ce qui est allé avec les fermetures des marchés, avec les ouvertures cycliques, avec tout ce qui est transport des marchandises, tout ce qui est production, y compris les difficultés liées au couvre-feu et à l'accès des marchés. Voilà un ensemble de problèmes qu'on vit. En plus, dans les autres cultures telles que les cultures pérennes, vous allez constater que avec les limitations des effectifs dans les champs, on ne pouvait pas, les mesures barrières, on ne pouvait pas aller faire de la production. La commercialisation des sociétés coopératives dans le cadre du transport des marchandises sur Abidjan, les coûts de transport sont passés du simple au double. Il y a tout ce qui est limitation du personnel aux abords des engins qui ont causé pas mal de désagréments à l'outil et qui continuent de causer pas mal de désagréments à l'outil de production et nous en souffrons. Parlons de désagréments, on s'en souvient le 4 juin 2020. Les producteurs d'anacarde de la ville d'Odiéné ont organisé une marche pacifique en direction de la préfecture pour dénoncer le non-respect du prix indiqué, le prix Bosch indiqué par le gouvernement. Oui, c'est dommage à ces genres de pratiques que nous observons. Est-ce que c'est lié au Covid ou est-ce que c'est une réalité du fait que les prix Bosch fixés par le gouvernement aujourd'hui ne sont pas respectés autant dans la filière anacarde, dans la filière café-cacao et même d'autres filières? Oui, nous pensons que la crise de la maladie vient encore accentuer ces pratiques qui existaient déjà dans certaines filières telles que la filière anacarde. Et quand, par exemple, la filière anacarde a connu sa campagne pendant que la maladie est arrivée, et donc à partir de ce moment où les transactions commerciales ne pouvaient pas se passer normalement, à partir de ce moment où les paysans ne pouvaient pas vendre et que les acheteurs ne pouvaient pas se mettre en rapport avec la production, bien entendu, il y a eu les stocks qui sont restés sur les producteurs, il y a eu la maille-vente de ces produits. Et l'accumulation de ces stocks-là, non seulement menace la question de la qualité, mais également la question des ventes. Donc,
le fait que le déplacement des acheteurs vers les producteurs ou les sociétés coopératives n'a pas été possible avec les sociétés coopératives, ce qui a provoqué des stocks énormes auprès de ces paysans-là. Mais bien entendu, quand la relation entre l'offre et la demande n'est pas équilibrée, il y a des abus, et puis ce sont ces abus que nous observons dans le non-respect des prix, parce que bien entendu les acheteurs n'ont pas suffisamment d'argent aussi pour aller acheter, et quand on a le peu, les gens se mettent à des pratiques frauduleuses sur les prix, et c'est ce qui a débordé au dîner que vous avez vu, et que c'est des pratiques, c'est désolé, mais réellement les producteurs souffrent dans le secteur de la filière anacarde. D'accord, on parle de la filière anacarde, mais aussi il y a la filière café-cacao. Est-ce que c'est pas la même chose? Est-ce que le prix Bourson qui était fixé en début d'année par l'État est respecté aujourd'hui? Oui, à part quelques petites fuites sur les frontières au niveau de la filière café-cacao, nous pensons qu'à ce niveau, les brigades de contrôle sur les prix sont beaucoup quand même très avancées avec les CDS, mais il faut savoir que ce n'est pas seulement la question du prix qui est indiqué dans ces genres de pratiques, mais il y a la question de la piste également, parce que si les pistes de dessert ne sont pas traitées telles qu'on le souhaite pour pouvoir faire l'évacuation des produits, bien entendu, on aura des endroits où les acheteurs ne peuvent pas arriver, et c'est ce qui crée aussi les problèmes de baisse des prix. Et là, actuellement, il y a une crise dans le secteur agricole. Hein. Parlons de crise. La Chambre d'agriculture, l'État de Côte d'Ivoire, qui fait quoi et qui aide comment? Et comment est-ce qu'il y a une stratégie qui a été mise en place pour essayer d'aider les paysans, vu la crise par rapport à la Covid que nous avons actuellement partout dans le monde? Est-ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a une stratégie propre qui a été mise en place pour les paysans? Parce que quand on voit à Odiéné, les gens en train de marcher, on s'est dit que demain ça peut éclater, il y aura encore d'autres mouvements. Et les paysans sont fatigués, vous en tant que président. Justement, c'est ce que nous déplorons, parce qu'il faut savoir que toute activité économique ou toute activité qui engendre un maximum de producteurs tels que le secteur agricole, et on manque de centres de coordination, on ne peut qu'avoir ces genres de choses, et nous disons que c'est vraiment déplorable que jusqu'à aujourd'hui la Chambre nationale d'agriculture n'est pas mise en place et elle ne fonctionne pas correctement, parce que c'est l'Assemblée des producteurs. C'est là que les producteurs débattent de leurs difficultés, c'est là qu'on peut les retrouver, et c'est de là qu'on peut avoir des représentants qui permettent de poser réellement les problèmes du secteur agricole et de prévenir les conflits. Mais quand le secteur est livré à lui-même, quand les agriculteurs sont livrés à eux-mêmes, quand les organisations professionnelles agricoles n'ont pas de centre de coordination, vous voyez que la porte est ouverte à tout ce qui est velléité, de mécontentement, d'expression, bien que encore dans ce secteur-là, la communication ne passe pas souvent. À partir de ce que vous venez de dire, est-ce qu'il faut dire que la Chambre d'agriculture est une coquille vide? Oui, officiellement, la Chambre d'agriculture n'est pas dissoute puisqu'elle existe encore légalement, mais nous disons que ce n'est pas les représentants des acteurs qui sont au sein de cette institution, et nous disons que c'est un vœu, un grand souhait des agriculteurs, de sorte que de la même façon dont le Sénat marche, de la même façon dont l'Assemblée nationale marche, de la même façon dont les autres institutions marchent, nous pensons que réellement, si on est effectivement dans un pays qui base son économie sur l'agriculture, la Chambre nationale d'agriculture devrait jouer son rôle et apporter sa contribution dans l'encadrement du secteur agricole. Au-delà d'apporter une contribution, est-ce qu'il ne faut pas institutionnaliser cette chambre-là? Oui, oui, elle est déjà institutionnalisée, mais seulement que c'est le mode de désignation des représentants des agriculteurs au sein de cette maison qui pose jusqu'à présent le problème. Sinon, c'est une institution qui est connue, mais aujourd'hui, on n'a pas encore fait des élections pour qu'on dégage un président de la Chambre nationale d'agriculture qui soit à l'unanimité de l'ensemble des acteurs dans lequel les acteurs agricoles se reconnaissent, et puis qu'ils viennent au sein de cette maison et poser leurs problèmes. C'est ça le problème. Il n'y a pas encore eu d'élection. Et nous faisons face à un comité de pilotage qui est au niveau de la Chambre d'agriculture. Bien entendu, quand cette maison n'a pas de rapport et de lien entre les membres et ceux qui sont au niveau de la maison, il ne peut avoir que ces organisations professionnelles que vous voyez qui pullulent sur le terrain de l'agriculture, où chacun essaie de faire aller les choses tant bien que mal, mais une organisation, sinon 1000 organisations se sont beaux organisées, elles ne peuvent pas remplacer une Chambre nationale d'agriculture. Quelle solution est-ce que vous proposez?
Et notre solution, c'est même un cri de cœur. Nous souhaitons vivement que la Chambre nationale d'agriculture puisse reconnaître son fonctionnement normal avec des acteurs agricoles dans lesquels tous les producteurs se reconnaissent, afin que l'animation du monde agricole soit parfaite, afin que cette Chambre-là, qui constitue le relais des politiques gouvernementales en faveur du secteur, puisse jouer son rôle en bonne et due forme et apporter sa contribution à l'essor du développement économique de la Côte d'Ivoire. Alors vous qui êtes président des coopératives de Côte d'Ivoire, vous avez près de 100 coopératives sous votre coupole, au-delà même, si on peut le dire. Hein. Oui, nous sommes plus de 1200 sociétés coopératives représentées dans toutes les filières agricoles et aujourd'hui l'ANACASI, par ses actions terrain, n'a plus rien à démontrer. Comme vous pouvez le constater, nous sommes activement présents sur le terrain avec 295 délégués qui coordonnent toutes nos activités dans les départements et régions. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, nous comptons beaucoup en matière d'organisation. Nous sommes un poids qui peut compter. Vous êtes un poids qui peut compter, mais comment est-ce que vous comptez influencer et imposer ce poids-là à la Chambre d'agriculture pour qu'on puisse entendre les paysans, les 1000 coopératives, il y a près d'1 million de personnes qui comportent ces coopératives. Aujourd'hui, quelle est la stratégie que l'ANACASI a mise en place pour faire entendre les paysans? Ben, nous n'avons pas d'autre moyen que de plaider auprès du gouvernement de sorte que cette maison soit mise en place. Si effectivement il est reconnu à la Côte d'Ivoire comme un pays qui base son économie sur l'agriculture, s'il est reconnu que les agriculteurs doivent se réunir au sein de la Chambre nationale d'agriculture, il revient à l'État de reconnaître cette fonction de la Chambre d'agriculture et de la mettre en place. C'est un plaidoyer que nous lançons à l'ensemble du gouvernement. Nous connaissons les actions du président de la République. Nous nous disons que réellement, si les agriculteurs doivent jouer leur contribution dans cette nouvelle Côte d'Ivoire-là, il faut vraiment que la Chambre d'agriculture soit mise en place. C'est une volonté politique. C'est une volonté politique parce qu'en réalité, les autres institutions fonctionnent et ça a été par la volonté de l'État. Donc nous souhaitons que le président de la République jette un regard sur le côté de la Chambre nationale d'agriculture parce que c'est là-bas qu'on peut trouver les agriculteurs. Quand vous voulez voir les députés, vous les cherchez à l'Assemblée nationale. Quand vous voulez voir les sénateurs, vous les cherchez au niveau du Sénat. Mais le chef de l'État, qu'il doit comprendre que les agriculteurs comptent beaucoup sur lui et que le jour où il a besoin de ces agriculteurs-là, il doit les trouver au niveau de la Chambre d'agriculture. Et la Chambre d'agriculture, c'est une institution de coordination de la politique gouvernementale. C'est une institution dans laquelle tous les acteurs se reconnaissent et peuvent décider, poser leurs problèmes et faire avancer les choses. Une institution qui semble aujourd'hui inactive. Oui, ce n'est pas les agriculteurs qui sont au sein de la maison, c'est un comité de pilotage. Donc, il faut bien qu'un jour, le comité de pilotage prenne fin et remette la maison aux acteurs agricoles. Parlons du président de la République de Côte d'Ivoire. Lors de son mandat précédent, il y avait des promesses qui avaient été faites au secteur agricole. Aujourd'hui, est-ce que ces promesses ont été une réalité dans votre filière? Oui, mais le président de la République avec l'ensemble des Ivoiriens, c'est comme un père et les enfants. Dans tous les cas, on ne finit pas de faire des demandes. Mais ce que nous voulons dire, il y a des questions majeures que nous attendons. Beaucoup a été fait pour le secteur agricole. Nous voyageons tous les jours, nous parcourons moi, personnellement, j'ai fait plus de 2000 à 3000 km chaque mois à l'intérieur du pays. On a le temps de voir les impacts en matière de réhabilitation, de pistes de villageoises et tout ce qui est comme accès, parce que c'est d'abord ça l'agriculture. Mais nous pensons que des questions majeures doivent être encore traitées par le président de la République, la question des interprofessions. Quand vous imaginez qu'au jour d'aujourd'hui encore, la filière café-cacao n'a pas encore son interprofession, quand vous imaginez qu'au jour d'aujourd'hui, la filière ANACAD n'a pas encore son interprofession, la filière EVA est en cours, et en plus de ça, qu'on n'a pas une chambre d'agriculture qui marche, nous pensons que ce sont ces quelques grandes actions que le président de la République doit pouvoir poser parce que cela y va de la gouvernance des filières. Cela y va de la gouvernance des filières. Là, dans quelques mois, on a l'élection présidentielle qui approche. Qu'est-ce que les paysans veulent? Qu'est-ce qu'ils attendent du nouveau président? Et aussi, vu que le nouveau président sera, on ne sait pas qui sera le nouveau président, mais néanmoins, quelles sont vos attentes? Et pour vous, est-ce que vous allez choisir un candidat? Est-ce que vous allez choisir un parti? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que les paysans de Côte d'Ivoire veulent?
Moi, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que le secteur agricole de 2020 n'est pas le secteur agricole de 1960. Aujourd'hui, vous avez des docteurs qui sont dans le secteur agricole. Vous avez des ingénieurs qui sont parmi les agriculteurs. Vous avez des gens qui sont capables d'analyser un programme de gouvernement. Vous avez des intellectuels qui sont capables de faire un état de lieux. Et c'est cela que nous pensons qu'aujourd'hui, le politique doit savoir qu'il doit pouvoir compter sur les agriculteurs, parce que les agriculteurs ne sont pas aussi aveugles comme avant. Moi qui vous parle, je suis ingénieur, mais je suis dans le secteur agricole. Ça veut dire quoi? Mon choix pour un candidat potentiel à la présidence des élections, moi je dois être capable de regarder au niveau de son programme de gouvernement, de ce qu'il réserve comme on appelle le plan d'action pour le secteur agricole. Et c'est là que nous allons en venir. En réalité, bientôt les gens vont se mettre à la conquête du secteur agricole et nous disons que nous constituons véritablement un ensemble d'acteurs qui peuvent regarder un programme de gouvernement et décider de ce que nous avons notre sort dans ce programme et décider en conséquence de cause. L'Anakasi a environ combien de paysans sont ces? Puisque vous avez près de 1000 coopératives. Quel poids est-ce que vous pouvez faire au niveau électoral? Et il faut compter 1200 sociétés coopératives inscrites à notre niveau et regarder d'abord la géographie de l'Anakasi. C'est l'implantation géographique de l'Anakasi. C'est ce qui peut vous donner une idée de notre capacité de mobilisation sur le terrain. Vous avez une organisation qui est implantée dans toutes les 30 régions à partir d'une coordination de 5 personnes par région. Ça fait déjà 150 personnes. Ensuite, vous avez 5 personnes de comité départemental qui gèrent tout ce qui est activité des départements, qui nous remontent des informations à travers les comités régionaux, qui nous remontent à travers une certaine coordination. Je vous disais tantôt que c'est 295 délégués que nous avons au plan national qui gèrent la communication et l'information du secteur agricole. Ça veut dire quoi? Nous sommes capables de pouvoir faire remonter des informations de la base jusqu'en haut et de redescendre de l'information de là-haut jusqu'à la base. Et donc, ces 1200 sociétés coopératives, qui ne sont que celles qui sont inscrites au niveau de notre organisation, et quand vous comptabilisez, nous avons plus de 30 000, 40 000, 50 000 producteurs qui sont en arrière par ces sociétés coopératives. Sans compter que au niveau de l'Anakasi, ce n'est pas les coopératives seulement, vous avez aussi des organisations professionnelles agricoles qui sont affiliées à l'Anakasi dans le cadre des contrats d'affiliation. Et notre position en tant que signataire du plan national d'investissement agricole nous permet de dire aujourd'hui que nous comptons pour quelque chose en matière de mobilisation du secteur agricole. Et comment est-ce que vous comptez faire entendre votre voix? Ben, nous allons faire entendre notre... Est-ce que l'Anakasi aujourd'hui va faire un peu de politique quand même? Parce qu'on dit, le plus souvent on entend les gens parler, si vous ne votez pas pour un changement dans votre secteur, personne ne le fera pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui il y aura une mobilisation au sein de l'Anakasi qui va dire aux 50 000 paysans qui sont là, allez-y, votez tel candidat parce que nous, on veut un changement dans notre filière? Est-ce que vous allez prendre cette tournure-là ou est-ce que vous allez, comme les années précédentes, regarder les élections se faire et ensuite attendre que le nouveau président vienne et poser vos doléances? Est-ce que vous n'allez pas vous-même pousser le bouchon pour avoir des actions concrètes au niveau du secteur agricole qui y ait un boost en Côte d'Ivoire? Justement, mais nous sommes en train de nous organiser à créer un mouvement des agriculteurs par rapport à ces élections. Comme je vous ai dit, nous avons fait des constats de réalisation de certains investissements dans le secteur agricole. Il faut bien communiquer sur ces investissements. Il faut prendre de nouveaux engagements, sinon de nouveaux contrats avec le politique qui vient. Il faut bien une organisation au niveau paysan qui est prête à décortiquer non seulement les projets de campagne, mais aussi d'accompagner des hommes politiques dans leurs projets parce qu'en réalité, ils ont des programmes alléchants pour le secteur agricole. Donc, très bientôt, il va y avoir un gros mouvement des agriculteurs pour 2020. Et ça, nous sommes en train de travailler là-dessus, de sorte que on puisse orienter la masse, qu'on appelle généralement les aveugles, comme si on le dit ainsi. C'est dit quoi? Il ne faut plus compter sur le fait que des agriculteurs vont se lever comme ça et aller voter sans savoir à quoi ils s'en tiennent. C'est-à-dire que des responsables d'organisations avec lesquels nous allons former ce mouvement des agriculteurs-là pour pouvoir orienter les agriculteurs vers le bon choix, vers le choix qui peut faire leur lendemain, vers le choix qui peut véritablement améliorer leurs conditions de vie.
Est-ce que vous allez faire des démarches auprès des différents candidats qui vont se présenter? Pour le moment, nous ne faisons pas de démarches auprès des différents candidats et nous espérons que ce sont les candidats qui vont nous approcher avec leurs différents programmes de gouvernement et nous allons les analyser et aviser en fonction. Donc l'ANACASSI donnera sa voix à celui qui veut faire son affaire. Officiellement, l'ANACASSI donnera sa voix et dans le cadre de guider ses membres dans le bon choix, l'ANACASSI pourra mettre une communication en place pour demander à l'ensemble des agriculteurs de pouvoir accompagner un homme politique dans sa démarche de conquérir le pouvoir de l'État. Bien entendu, si ce programme de gouvernement tient compte de l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Oui, vous parlez toujours d'amélioration des conditions de vie des producteurs. Aujourd'hui, est-ce que les paysans sont laissés pour compte? Quand vous analysez la situation, la sphère économique, avant le Covid, pendant le Covid et on verra après le Covid, qu'est-ce que vous dénotez? Oui, on ne peut pas dire que les agriculteurs sont totalement aux as, bien qu'il y a, quand vous reprenez depuis l'arrivée du gouvernement de M. Alassane Ouattara, il y a également des avancées en matière de prix. Ça, il faut le savoir au niveau de la filière café-cacao, il y a eu l'amélioration des prix. Ben, ce que nous disons, c'est qu'il faut encore faire plus en intégrant les agriculteurs dans les centres de décision, ce que nous appelons la gouvernance des filières. C'est bien, vous pouvez faire des actions pour des producteurs, vous pouvez poser des actions pour un certain nombre de personnes, mais si ces personnes ne savent pas réellement que si vous le faites ça pour leur bonheur, ils ne peuvent pas savoir et ils ne peuvent pas aussi vous dire merci de cette façon. Donc pour nous, il faut véritablement intégrer les agriculteurs au niveau des centres de décision pour ce qui est de leur ressort, mais également de faciliter la gouvernance au niveau des filières, de sorte que tout puisse aller dans un engrenage. Alors, M. Soro, parlons d'interprofession. Est-ce qu'on peut en savoir plus? C'est quoi le problème aujourd'hui? Les interprofessions telles que sont régies par la loi des interprofessions agricoles qu'on appelle l'OIA, les OIA. C'est une façon d'organiser la gouvernance des filières ensemble avec les producteurs. Mais à la réalité, le décret sur les interprofessions a été pris et certaines filières se sont battues à obtenir leur interprofession, notamment la filière coton, la filière palmier à huile, la filière oignon. Certaines filières ont réussi à s'organiser en interprofession. Par contre, les filières de souveraineté, comme on aime à l'appeler, c'est-à-dire que la filière café-cacao, peine aujourd'hui à obtenir son interprofession. Et nous pensons qu'il y a quelque chose de spécial à faire. Il y avait le même problème au niveau de la filière EVA. J'ai vu que le gouvernement a dû s'impliquer pour que la filière EVA puisse obtenir son interprofession. Et nous pensons qu'au niveau de la filière café-cacao, il faut faire de même, de sorte que l'État puisse accompagner les producteurs à mettre en place leur collège des producteurs. Parce qu'à la réalité, c'est là-bas que se trouve le problème. Il y a tellement la politique agit tellement sur, sur le secteur café-cacao qui fait qu'aujourd'hui, les producteurs même ne peuvent pas à eux seuls mettre en place leur collège des producteurs. Alors que c'est la filière leader, c'est la filière qui assure le leadership de l'ensemble du secteur. Donc, une filière café-cacao qui est bien organisée, qui a une bonne gouvernance et qui tire le train, ça pourrait amener les autres filières à suivre. Le décret avait été pris il y a déjà 9 ans aujourd'hui et c'est toujours pas une réalité. Non, aujourd'hui, la filière café-cacao n'a pas encore été organisée en interprofession, alors bien que c'était une promesse qui avait été faite depuis le début. La promesse avait été faite par le président de la République. Le président de la République. Et elle n'a pas été tenue. Voilà. Et selon vous, pourquoi? Et nous ne savons pas. C'est pour ça que nous disons que c'est une volonté politique. Il faut vraiment que pour ces grands dossiers tels que la Chambre d'agriculture et la question des interprofessions, il faudrait que le président de la République puisse s'impliquer. Et ça pour le grand bonheur des producteurs de café-cacao. Alors, M. Soro, nous avons fait un peu le tour de l'actualité, de la situation des paysans. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de votre passage ici? Merci. Ce qu'on retient de notre intervention, c'est que nous avons bien parlé de la Chambre nationale d'agriculture. C'est tout un souhait pour le monde agricole aujourd'hui de nous voir véritablement avec une Chambre d'agriculture qui marche, qui fonctionne normalement. C'est de notre souhait également de faire en sorte que le Conseil
disons, l'interprofession de la filière café-cacao puisse se mettre en place. Et nous retenons également que pour cette campagne électorale qui va commencer, tous les candidats devraient savoir que chacun doit compter avec le secteur agricole parce qu'aujourd'hui, vous avez pas mal d'intellectuels dans le secteur agricole et ils peuvent accompagner tant que les politiques sont prêts à compter avec eux. C'est votre mot de fin. C'est mon mot de fin. Très bien. Alors, nous étions en compagnie de M. Soro Penatirgué, président de l'ANACACI, l'Association nationale des agriculteurs et coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. Et nous espérons que vous avez pris plaisir à vous instruire non seulement sur l'actualité du secteur agricole en Côte d'Ivoire, mais aussi aux difficultés, aux problèmes auxquels font face les paysans qui aujourd'hui veulent faire entendre leur voix et sont prêts à suivre le développement, à amorcer le développement avec le candidat, bien sûr, qui voudra marcher dans leur ligne et permettre à l'économie d'être réelle sur l'agriculture, comme on le dit le plus souvent, l'agriculture est l'économie de la Côte d'Ivoire. Autant booster cette agriculture, autant donner tout ce qu'il faut pour qu'elle soit soumise.